Bon, je vais me mettre ici, c'est pas parce que j'ai besoin d'un lutrin, c'est pas parce que j'ai peur de vous, mais j'aimerais le voir à l'écran sans avoir à me retourner à tout bout de champ. J'aimerais remercier les deux personnes qui ont parlé jusqu'à maintenant. Anne-Marie, c'était plein de passion, plein de bon sens et plein de chiffres qui ouvrent les yeux. Je peux en témoigner, j'ai étudié dans les années 90, et puis effectivement, nous, quand on entendait préscolarisé de 7, 8, 9, 10 000 $, on pensait les États-Unis. C'est grave au Canada, ça augmente, mais on ne sera jamais rendu à ce point-là. Je pense que c'était vraiment, ça ouvrait nos yeux, ça devrait ouvrir nos yeux que de voir que finalement, les étudiants américains sortent de l'université avec pas une scène de dette de plus que vous aujourd'hui. Je pense que c'est un signe certain qu'il faut s'ouvrir les yeux. Deux funestes anniversaires cette année, avant que je montre la présentation comme telle. Cette année, pour la première fois, je pense que tu l'as mentionné, Anne-Marie, il y a plus d'argent qui vient, qui se rend dans les coffres des universités qui proviennent de vos frais de scolarité que des transferts des provinces. Donc, pour la première fois dans l'histoire du système contemporain d'éducation postsecondaire au Canada, en Ontario, c'est en train d'arriver cette année. Et aussi cette année, comme par hasard, c'est pas parce que c'est tout réinvesti dans l'éducation. Pour la première fois, il y a plus de cours donnés dans les universités ontariennes par des chargés de cours que par des profs réguliers. Puis un chargé de cours, non seulement on renouvelle leur contrat à tous les ans, comme tu l'as dit, ça c'est ceux qui sont chanceux en fait. Ceux qui sont malchanceux sont payés à la pièce, un cours à la fois. 7 ou 8 000 $ par cours, ils doivent en rapiécer 3, 4, 5 pour vivre même un peu décemment. Donc, je pense qu'on est vraiment à un point tournant. C'est vraiment encourageant de voir des jeunes qui s'intéressent à la question ici aujourd'hui. Engagez-vous, comme ils disent. Alors, présentation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Avoir des étudiants et étudiantes francophones à la question des frais de scolarité, une perspective historique ». Je ne suis pas économiste, je ne suis pas statisticien. En fait, en écoutant la conférence de tantôt, c'est le professeur Doré ou Bastien qui nous a parlé, parce que j'ai vu plusieurs noms. C'est Doré. Merci, M. Doré. En fait, une des conclusions va changer en fonction de ce que vous avez dit, puisque je n'ai pas fait d'analyse statistique aussi fine que la vôtre. Mais en fait, c'est encourageant. Ça me permet de donner une piste de plus au réfro ici. Alors, mon titre m'est venu de la commande qui m'a été faite, qui était, on m'a demandé d'apporter une perspective historique à la question des frais de scolarité en Ontario, c'est-à-dire l'évolution de la situation économique des francophones en contexte minoritaire. Donc, ici, on a deux éléments, hein, situation économique des francophones d'une part, et évolution des frais de scolarité de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comment est-ce que ces deux éléments-là ont interagi avec le temps? On va se promener entre l'âge d'or des manifestations étudiantes, dont il ne faut pas être nostalgique parce que les conditions étaient très différentes à l'époque. Mais on va aller voir ce qui se passait à cette époque-là et on va aller voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc on va réfléchir un peu d'abord à partir du printemps érable. Donc le printemps érable québécois et le reste du Canada. D'abord, et puis nous autres dans tout ça. Vous reconnaissez peut-être le clin d'œil au film d'Andréane Germain, où se trouvaient les francophones minoritaires par rapport à cette dichotomie-là qu'on a vue entre un Québec mobilisé à bloc, d'une part, et un reste du Canada où finalement, on a tenté de bouger, mais ça n'a pas bougé beaucoup. Donc, chronique d'un mouvement avorté. On va essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. On va pas trop passer de temps à se poser la question pourquoi est-ce que le Canada anglais, entre guillemets, s'est pas beaucoup mobilisé. On va plutôt examiner, essayer de penser à pourquoi les francophones minoritaires ont trouvé ça difficile de se mobiliser dans la même mesure que les francophones du Québec. Deuxièmement, on va réfléchir à la situation économique des francophones dans la situation minoritaire. Est-ce que c'était un facteur à considérer dans les débats sur les frais de scolarité dans les années 60 et aujourd'hui? Et c'est à ce niveau-là que mes conclusions vont changer un peu en fonction de la présentation du professeur Doré. Et puis, on va clore avec quelques pistes de réflexion ou d'action. Je vais essayer de ne pas me faire trop théorique aujourd'hui. On est, après tout, devant un groupe d'action. Alors, on va essayer de penser à des pistes. Donc, le printemps érable et le reste du Canada. Vous n'êtes pas né hier. Hein? Quand je parle de certains événements un peu historiques, hein, la chute du mur de Berlin, d'habitude, je suis devant des gens qui n'ont jamais vu ça. Mais dans ce cas-ci, c'est assez proche. Vous l'avez vécu, vous l'avez vu, vous avez lu les nouvelles, vous avez vu les reportages, vous avez vu les foules immenses. Ça a bougé énormément au Québec au printemps 2012. Maintenant, tout le monde a été frappé
l'imaginaire de chacun a été frappé par ce mouvement-là, qui était imaginatif, qui a pris plusieurs formes, plusieurs différents types de manifestations, qui a su rallier plusieurs causes aussi, hein, notamment le jour de la Terre, on a eu la plus grosse manifestation de tout le printemps érable. Donc, on savait greffer plusieurs causes ensemble. Donc, gigantesque. Et tout le monde s'est posé la question. Ben, quoi qu'au début, hein, vous vous rappelez peut-être, la presse, surtout anglophone, hors Québec, était assez vicieuse envers le printemps érable. Hein. Mais de quoi ils se plaignent? Pourquoi ils chialent? Ils ont déjà parmi les frais de scolarité les plus bas du pays, des enfants gâtés, etc. On lisait ça, et c'était à peu près unanime. Et là, plus que le temps passait pendant le printemps érable, tout à coup, il y a quand même les arguments que faisaient les associations étudiantes ont commencé à passer, et le ton s'est fait un petit peu plus ambigu, mettons qu'il a commencé à avoir des voix en faveur. Et puis, donc, le Canada s'est posé la question, à tel point où on s'est demandé, est-ce que ce mouvement-là va se propager? Attends, j'avais une autre diapo, il me semble. Et d'ailleurs, il y avait des conditions prometteuses. Pendant le même printemps, hein, il y avait des campagnes qui étaient mises en branle hein, par la Fédération étudiante du Canada, c'est quoi le nom? L'association. La Fédération canadienne des étudiants. Merci, la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes, qui avait sa campagne réduisez les frais, abat les frais, qui promettait d'essayer de gagner un peu de traction, de faire bouger les choses. On a vu des manifestations ici, on voit des étudiants à l'Université de Moncton pendant le même printemps. On s'est dit, peut-être que ça va débloquer. Il y avait aussi des conditions prometteuses, hein, parce qu'on s'est dit, si les Québécois se mobilisent avec des frais de scolarité moindres, qu'est-ce que ça va faire ailleurs, où les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés? Là, on voit les chiffres de 2011-2012, qui étaient pertinents à ce moment-là. L'Ontario, qui était déjà à 6 640 $ par an, comparé à un Québec à 2 500. Et puis, des frais qui augmentaient, même plus rapidement ailleurs. On s'est dit, peut-être que, hein, quand on réunit un gros mouvement gigantesque au Québec et ces frais-là qui n'arrêtent pas d'augmenter, ça va peut-être donner quelque chose. Mais pourtant, hein, à la fin, ça a été un décollage raté, tant dans le reste du Canada, Canada anglais en général, qu'à Ottawa ou à Moncton. On peut un peu parler de flop. Il y a eu des espèces d'états généraux, pas de la RIFO, là, mais il y a eu, dans chacun des cas, à Moncton et à Ottawa, il y a eu des forums à l'automne où on a essayé de rassembler des gens pour parler de cette question-là. La manifestation du printemps à Ottawa, il y a eu quelques centaines de personnes seulement, un pourcentage infime de la population étudiante. Les deux forums organisés à Moncton et à Ottawa ont rassemblé aussi quelques dizaines de personnes. Donc, visiblement, hein, les gens qui voulaient qu'il y ait une mobilisation ont été déçus. Ils se sont dit, mais ils sont où? Ils sont où les Ontariens ou les Franco-Ontariens? Donc, on regarde les journaux étudiants de l'automne 2012, c'est la recherche des causes et des responsables. Comment ça se fait? Pourquoi se sont-ils mobilisés au Québec et pas ailleurs? Parmi les coupables qui ont été imaginés, il y en avait trois vraiment. Le premier est illustré par l'éditorial de Vincent Rioux, qu'on voit ici, hein, qui disait finalement c'est peut-être les deux solitudes. C'est des différences culturelles. Hein. Les Canadiens anglais, les Canadiens français n'ont pas la même culture de base. Et puis, c'est tout. Deuxième coupable imaginé, c'était dans la structure des organisations étudiantes comme telles. Hein. On regarde le graphique qui est à droite de l'écran, et puis ils se sont dit, regardez l'Action pour une solidarité syndicale étudiante, ou l'AC à la fin, ce sont des bénévoles, hein, ce sont des engagés, ce sont des gens qui sont là pour la cause tout simplement, et qui sont hyper démocratiques dans leur structure, qui se disent, non pas président d'eux, etc., mais porte-parole. Hein, on voyait les gens à la télé qui se disaient toujours porte-parole de l'AC. Peut-être que c'est ça que ça prend pour lancer un mouvement étudiant finalement, alors que les gens qui font partie des associations étudiantes des universités, qui reçoivent un salaire, qui touchent des salaires de 35, 30 000 $, finalement, c'est peut-être des fonctionnaires qui... Est-ce qu'on peut vraiment fomenter la révolte quand on est un fonctionnaire étudiant?
pas que je partage le point de vue Anne-Marie, mais c'est une chose qui a été pensée. Il faudrait peut-être avoir des organisations plus proches de la base, hein, plus grassroots, comme ils disent en anglais. Puis ils regardent la campagne à bas les frais de la Fédération étudiante canadienne, et puis ils se disent justement, on est en train d'essayer de vendre un mouvement social comme un vulgaire produit, hein, avec des publicités dans les autobus. C'est vraiment pas comme ça qu'on va susciter des passions. Quand on compare ça à la créativité du mouvement du printemps érable. Alors, on cherche des causes, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça n'a pas décollé, ni au Canada anglais, ni chez les francophones de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick. Maintenant, je laisserai à d'autres la question de se demander pourquoi la différence entre le Canada anglais et le Canada français. Mais moi, ce qui m'a intrigué à ce moment-là, c'est la différence entre franco-minoritaire et franco-québécois. Pourquoi? Parce que dans les années 60, on n'a pas vu ça. On a vu une révolution tranquille, extrêmement mouvementée au Québec, mais aussi, pardon, j'ai oublié de vous parler de ça, mais c'est ça. Donc, pendant l'été et l'automne, à 2012, du coup, on essaie d'inventer de nouvelles structures là, plus démocratiques, plus proches du peuple, mais finalement, ils ne vont pas réussir à lancer le mouvement plus que les autres. Donc, pourquoi? Moi, ça m'a intrigué parce que dans les années 60, on a vu, bien sûr, des mouvements étudiants énormes aussi au Québec. On voit la photo à gauche ici, octobre 68. La vaste majorité des cégeps québécois qui sont en grève. Pourquoi? Pour deux questions, vraiment. L'accessibilité. Hein, on a peur de ne pas avoir assez de place dans les universités québécoises qui sont en expansion à ce moment-là. Et deuxièmement, l'accès aussi financier. Donc, la question des frais de scolarité est là. Et, je vais revenir, mais en Ontario, au Nouveau-Brunswick, on voit des mouvements, somme toute similaires, toutes proportions gardées. Alors je me dis, mais pourquoi cette effervescence commune-là dans les années 60 et cette différence-là tellement grande dans les années en 2012? Puis moi, j'arrive à la conclusion qu'en quelque part, c'est à cause du fait que dans les années 60, comme on le voit dans la dernière phrase qui est ici, les frais de scolarité, comme toute la question de l'État-providence en général, se trouve à la jonction du social et du national. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Dans les années 60, qu'on soit à Moncton ou à Sudbury ou à Montréal, on est en train de manifester pour un meilleur accès au postsecondaire parce que c'est une bonne politique sociale, hein, parce qu'on voit ça comme la chose social-démocratique à faire, comme le trait d'une société développée et avancée, qui se respecte, qui est un peu à gauche du centre, mais aussi comme une sorte de catapulte ou de moyen de rattrapage national. Hein. La Révolution tranquille, c'est aussi ça. C'est l'idée d'un rattrapage du Québec en ce qui concerne les Québécois. Hein. On va se donner les structures nécessaires pour faire un rattrapage économique, social, au niveau de l'éducation, sur tous les plans. Alors, c'est ces deux questions-là qui sont très liées dans les années 60. Puis, quand on regarde ce qui se passe chez les francophones minoritaires, là aussi, hein, les Québécois se tournent vers un État où ils sont majoritaires, l'État québécois, maître chez nous. Mais les Franco-Ontariens, les Acadiens, ils sont pas majoritaires, ils ne peuvent pas crier maître chez nous, mais ils se tournent quand même vers l'État provincial, puis ils disent c'est le temps d'un rattrapage. Hein. On a eu nos collèges classiques pendant 100 ans qui étaient privés, on a dû financer notre propre éducation postsecondaire dans la mesure où on en avait une. Non, maintenant, on l'a vu et tout de suite. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir les universités bilingues vraiment créées ou consolidées en Ontario, et l'Université de Moncton fondée au Nouveau-Brunswick. Et puis, on ne va pas être satisfait pour autant nécessairement. Hein. Les étudiants en 68, ils sont mobilisés pour ça, en disant, c'est bien beau, là, on a finalement notre université qui est financée per capita, hein, par tête, au même taux que les universités anglophones, mais on a un siècle de rattrapage à faire. Alors, vous allez nous donner des fonds additionnels pour que cette université-là se classe rapidement aussi bien que les autres universités. Et ça, on voit ça vraiment dans les documents qui sont préparés par les étudiants. Maintenant, je me suis concentré sur le cas de Moncton ici, parce que j'avais la documentation plus rapidement. J'ai déjà vu des chiffres semblables pour l'Ontario qui sont évoqués dans les articles de journaux, mais je n'avais pas le temps d'aller les chercher. Juste pour vous dire que c'est un discours qui était courant. Hein. Ici, on voit un élément de la conclusion du mémoire préparé par les professeurs à l'Université de Moncton en 68, qui était autour d'une grève étudiante et
et de manifestations assez gigantesques pour l'époque. Hein. En gros, il arrive à la conclusion, la population globale du Nouveau-Brunswick est constituée par deux groupes linguistiquement et culturellement originaux. Ça engendre des disparités les plus profondes. Nous avons affaire à une situation d'inégalité de fait qui implique une exploitation et une aliénation économique fondamentale. Donc, là, à la fin, on voit le langage assez très fort des années 60, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à ces conclusions-là? Ce n'est pas par nécessairement une lecture, uniquement une lecture de Proudhon et Marx, etc. C'est de manière très empirique. Et c'est ça que je dis, que j'ai vu des chiffres semblables dans les articles de journaux des étudiants en Ontario. Peu de temps, la chance est les compiler, mais c'est vraiment une logique qui se trouvait aussi au Québec, qu'on emprunte de les minorités, puis on dit, regardez, on est défavorisés, hein, alors investissez en nous pour faire ce rattrapage-là. Donc, dans le mémoire des profs à Moncton, c'est ça, c'est très empirique, ils vont comparer la population active. Regardez, dans les comtés à majorité anglophone, c'est 56% ou 57%. Dans les comtés à majorité francophone, seulement 51%. La proportion d'individus ayant travaillé moins de 40 semaines au cours de l'année, 54% dans les comtés à majorité francophone, comparé à 25. Le salaire moyen, hein, seulement un peu plus de 2 tiers des francophones. Ceux qui travaillent dans le secteur primaire, il y en a 2 fois plus chez les francophones. Le nombre d'échecs entre la 9e et la 12e année scolaire, un taux passablement plus haut chez les francophones. Donc, il y avait cette idée-là, comme au Québec, comme en Ontario français, d'un rattrapage qui était nécessaire. Et ça venait appuyer toutes les revendications que les étudiants pouvaient faire, tant pour de meilleures structures que pour des frais de scolarité moins élevés. Le mémoire des étudiants, que les étudiants ont produit au même moment, il disait ça justement. Il disait, écoutez, nous, on a accès, dans nos régions, on a accès à moins d'emplois saisonniers, et ceux auxquels on a accès payent moins. C'est pas raisonnable de nous demander des frais de scolarité similaires. Donc, c'était vraiment la base de toutes les revendications francophones de l'époque. Et c'est pour ça que, en général, que ce soit à Ottawa ou à Sudbury ou à Moncton à cette époque-là, on s'inscrivait dans un mouvement étudiant plus général, mais en même temps, on affirmait notre spécificité. Oui, toutes les études peuvent être mieux financées, mais en particulier, nous, on a vraiment plus besoin. Alors, hein? Donc, si la province va investir un peu, il faut commencer par les francophones qui ont ce retard-là à combler. Vous me suivez? Si je vais trop vite, il y a des questions, levez la main, ça me gêne pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui? C'est là où j'arrive au professeur Doré à ses conclusions, à son analyse beaucoup plus fine que la mienne. Je me suis amusé à aller chercher un peu les statistiques sur ce même genre de questions-là. Hein? Le bien-être économique et le taux d'éducation. Qui m'ont surprise en partie, et je pense que le professeur Doré va nous donner une raison, va expliquer un peu mes questionnements. Aujourd'hui, si on prend juste les statistiques globales, hein, on voit un revenu d'emploi qui est égal à la moyenne. Hein, on ne peut pas faire comme dans les années 60, à première vue, et dire, écoutez, là, nos besoins sont plus criants. J'ai pris 3 régions, et puis on voit que la population totale en Ontario, hein, le revenu d'emploi moyen est de 39 000 $. Chez la population anglophone, 39 000 $. Chez la population francophone, 40 000 $. Donc, en gros, les francophones feraient en moyenne 102 % de l'anglophone moyenne. Et ça se décline à peu près de la même manière à Toronto, dans la région de Sudbury ici, et à Ottawa. Des petites variations, mais rien de choquant, et dans chaque cas, impossibilité de crier à l'injustice. Avant de venir à ce que disait le professeur Doré, on va continuer un petit peu. Certaines manières de mesurer, si on regarde juste les travailleurs à l'année à temps plein, la différence est encore plus grande. Hein? Les francophones feraient, en 2005, 66 700 $ en moyenne, alors que les anglophones, 62 000 $. Donc, les francophones feraient 107 % de la moyenne anglophone. Difficile de créer à l'injustice dans ce moment-là. Même chez les jeunes, revenu médian total des jeunes de 20 à 24 ans en Ontario et dans chacune des régions. Dans chacune des régions, les francophones auraient un revenu plus élevé. Bon, c'est des plus petits chiffres, parce que souvent, c'est des emplois seulement l'été ou à temps partiel pendant les études. Est-ce que c'est la même chose en ce qui concerne les taux de chômage? On peut se poser la question. OK, les revenus sont plus élevés, mais peut-être qu'il y a plus de francophones au chômage. Eh bien non. Hein, on voit que c'est à peu près semblable. À Toronto, 7,5 versus 7,6 %. Sudbury, même chose. Ottawa, même chose.
ne se différencie pas vraiment de l'ensemble de la population. Finalement, qu'est-ce qu'il y en a d'autres types de rattrapage? Par exemple, rattrapage culturel, hein, dont on faisait beaucoup de cas dans les années 60 aussi. Les francophones parlaient d'un cycle. On fait moins d'argent parce qu'on est moins éduqués parce que nos parents sont moins éduqués, etc. Donc un cercle vicieux qu'on décrivait. Ben, encore une fois, à première vue, puis là, c'est là que j'ai été le plus surpris. Parce qu'on sait, avant de regarder ça, parce qu'on sait que si on regarde au taux d'analphabétisme fonctionnel, hein, de gens qui ne scorent pas plus que 2 ou 3 sur une échelle de 5 d'alphabétisme, que les francophones font beaucoup moins bien en Ontario que les anglophones. Ça, je le savais, je l'ai vu plusieurs fois dans les journaux, dans des rapports. Et alors, ça m'a surpris à tel point que j'ai trouvé 3 sources différentes pour essayer de voir, et vous me direz si vous avez trouvé autre chose, le niveau de scolarité atteint. Donc, le pourcentage de gens dans la tranche de 20 à 34 ans, ou de 20 à 24 ans, selon ma 3e source, qui ont un diplôme universitaire. Donc, selon le REDE Canada, le Réseau de développement de l'emploi et de l'éducation. Machin. La population anglophone aurait un diplôme de cet âge-là, 20 à 34 ans, aurait 32% un diplôme, et les francophones, 36% d'entre eux. Ce qui est énorme, hein, si on compare à l'OCDE, encore une fois, aux pays occidentaux en général. Si on regarde un rapport compilé par l'Institut de la statistique du Québec, 29% des anglophones de cet âge-là auraient un diplôme universitaire, contre 32% des francophones. Alors, encore une fois, les francophones semblent avantagés. Et finalement, un rapport de l'Office des affaires francophones de l'Ontario dirait que chez les 20 à 24 ans, encore une fois, plus de francophones que d'anglophones. Et en plus, à chaque fois, c'est un taux similaire, 110 à 115%, le taux francophone versus anglophone. Alors, à première vue, on se dit, moi, j'allais arriver ici avec une conclusion que, écoutez, le REFO, vous pouvez jouer plein de rôles, mais en ce qui concerne les frais de scolarité, vous devez simplement faire partie d'un mouvement général plus loin, plus commun, plus global, parce que vous partagez la situation des anglophones. Maintenant, et c'est là que je peux inviter une conversation avec le professeur Doré. Il a dit quelque chose de très intéressant tantôt, je ne sais pas si vous avez attaché votre attention là-dessus, mais si vous avez fixé là-dessus, mais il a parlé de la différence entre les franco-ontariens de naissance, ceux qui ont grandi ici, ceux qui sont nés de parents franco-ontariens, et ceux venus de l'extérieur. Parce que, comme il a mentionné, l'Ontario attire énormément de gens, que ce soit des immigrants internationaux ou des migrants interprovinciaux. Et qui est-ce que vous pensez qui a plus tendance à migrer? Qui a plus tendance à partir de son village, que ce soit dans le nord du Québec ou dans la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick pour venir en Ontario? Qui déménage généralement? Oui, j'ai parlé beaucoup, là je vous donne la parole soudainement et violemment. Là. Oui? Comment? Les franco-ontariens de souche, est-ce qu'ils déménagent beaucoup? Oui, peut-être. En ce qui concerne l'Ontario, excuse-moi, j'ai peut-être mal formulé la question, je vais dire, qui a plus tendance à déménager en Ontario? Parmi les francophones qui sont à l'extérieur, comment? J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai pas vu qui parlait. Les étudiants. Oui? Les Québécois. Les Québécois, OK. Quels Québécois? Là, je veux en venir. C'est quel type de profil est-ce que vous pensez que les migrants ont? Peut-être des étudiants qui viennent poursuivre des études ici en Ontario? Il y aurait des étudiants qui viendraient poursuivre des études. Généralement, c'est une très bonne réponse en général, sauf que les frais de scolarité québécois versus les frais ontariens, c'est un peu sadique, là, ou masochiste plutôt. Mais oui. Si on parle juste en termes d'étudiants, ce serait ceux qui ont plus d'argent. OK, oui, mais là, je ne parle pas nécessairement juste en termes d'étudiants, mais oui, ceux qui ont parmi les étudiants. En général, là, mettons que vous avez fini votre diplôme universitaire, ou vous avez 24 ans, peu importe. Qui parmi les gens qui se déplacent? Dans quelles conditions vous déplaceriez? Les enseignants. Les enseignants, pourquoi ils se déplacent? Pour travailler? Pour Des travailler. travailleurs? Parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent qu'il y a un job. Hein? C'est les gens à qui on offre des emplois. Généralement, les gens qui mettent tout dans une roulotte puis qui partent vers l'ouest, là, sans promesse d'emploi. Ça se faisait dans les années 30. Vous pouvez lire Grapes of Wrath, un excellent roman. C'est ça, des gens qui partent à l'aventure avec rien, avec aucune promesse. Mais généralement, c'est des gens qui savent. Ah, j'ai décroché un emploi dans les sables bituminés en Alberta, j'y vais.
Ah, j'ai décroché un emploi comme enseignant à Welland, j'y vais. Hein. Donc, les gens qui déménagent, c'est des gens qui ont déjà des emplois et donc qui ont tendance à avoir un revenu plus élevé, d'une part, et un taux de scolarité plus élevé aussi. Et ça que le professeur Doré a essayé de nous montrer tantôt, parmi plusieurs choses intéressantes qui nous habitent, c'est que les moyennes ontariennes sont peut-être tronquées ou fausses, peuvent nous mener à la conclusion que, comme moi, hein, naïvement, je me suis arrivé à la conclusion que, écoutez, le vrai combat du REFO, ma première réaction, c'était le vrai combat du REFO, c'est l'université franco-ontarienne ou de langue française en Ontario, selon ma manière préférée de le dire. C'est pas les frais de scolarité. En ce qui concerne les frais de scolarité, ils peuvent se joindre au mouvement, faire des alliances, faire partie d'un mouvement, mais il n'y a pas de grande spécificité à revendiquer. Mais ça serait intéressant d'aller creuser les chiffres, mais déjà d'aller chercher ceux que le professeur Doré nous a déjà donnés, mais de creuser davantage aussi. Hein. Elle est composée de qui, de quoi la communauté franco-ontarienne? On a donné des services aux franco-ontariens, ce beau collège-ci, des écoles partout, mais combien de ces postes-là sont occupés par des franco-ontariens de souche? Plusieurs. Mais c'est pour que ce soit vraiment leurs institutions, hein, puis c'est là qu'on arrive un peu à ma conclusion, il faut... ah oui, on va revenir à ça. Donc voilà ma conclusion provisoire, une question davantage sociale ou linguistique que nationale. Donc je me disais au début, le rôle du REFO peut être simplement de faire une contribution en tant qu'organisme de proximité ou de cœur pour de nombreux étudiants franco-ontariens. La Fédération canadienne des étudiants n'a visiblement pas réussi à rallier beaucoup d'étudiants en 2012 ou faire des manifestations énormes depuis ce temps-là. Mais peut-être qu'avec des institutions plus proches des gens, ça pourrait marcher, et peut-être que le REFO peut être une de celles-là. Mais aussi, faut mettre l'accent sur les défis uniques de la communauté, de la discussion sur les frais. Moi, j'avais pensé initialement, ce que j'ai mis ici, hein, on sait que la population franco-ontarienne est vieillissante, et vieillit plus vite que la population générale. Hein. Donc, on pourrait broder des arguments à partir de ça. Hein. Pour renouveler la communauté, on ne peut pas perdre nos jeunes parce que déjà la communauté est vieillissante. Le taux de transfert linguistique, je sais qu'on est tous écœurés d'en entendre parler, mais c'est une réalité. Hein. 41,8% des gens qui ont le français comme langue maternelle disent ne pas l'utiliser le plus souvent à la maison. Donc, on peut broder des arguments autour de ça. L'université franco-ontarienne est nécessaire, par exemple, pour donner un degré d'aisance aux francophones, de telle sorte qu'ils vont continuer à utiliser le français, à avoir moins d'insécurité linguistique. Mais maintenant, hein, après avoir entendu le professeur Doré, on peut peut-être aussi creuser cette question-là. Jusqu'à quel point est-ce que ce rattrapage-là, qu'on croit voir quand on regarde les chiffres à première vue, est réel? Et jusqu'à quel point est-ce que l'université de langue française pourrait aider à dépasser ces défis-là. Donc, voilà. C'est à peu près ce que j'ai pour vous aujourd'hui.